Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration. Alors ça c'est excellent. Celle-là on va la garder. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois aujourd'hui Elina Cohen-Perano. Salut Elina, comment tu vas? Salut, et ça va super bien, et toi? Bah écoute, impeccable, on est dans le cadre plutôt sympa. Voilà, bien installé. Avec les poulains et les juments qui passent, c'est pas mal, on a connu Pierre. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc je m'appelle Elina, j'ai 24 ans, je suis une ancienne étudiante de l'IESEG et voilà, j'adore les chevaux. Ça fait partie du paysage. Exactement. Et donc j'ai fondé plusieurs entreprises pendant mes études et là je développe ma dernière boîte qui s'appelle Urone et qui a pour objectif d'aider les écoles à mieux accompagner les étudiants qui entreprennent. Et je fais également aussi du service pour les institutions, plutôt publiques aussi, de la sensibilisation sur l'entrepreneuriat des jeunes. Et je passe aussi beaucoup de temps avec les chevaux, c'est la deuxième partie de ma vie. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Exactement, c'est ça, à l'écurie Bruxo, dans le sud de l'île, à Falampin. Trop bien. Bon, on va revenir sur forcément ton parcours et l'entrepreneuriat. Yes. Aujourd'hui, à 24 ans, tu es multicasquette et tu baignes dans le milieu entrepreneurial chez les jeunes au quotidien. Ouais. Quand tu étais au lycée, est-ce que l'entrepreneuriat te donnait déjà envie ou est-ce que c'est arrivé beaucoup plus tard? Je savais même pas ce que c'était. Pour te dire, mes deux parents étaient plutôt dans des postes, cadres depuis 20 ans dans leur boîte. Enfin, tu vois, c'était pas du tout une option qui existait pour moi. J'avais pas non plus des gens dans mon cercle très proche qui entreprenaient. Je savais même pas ce que c'était. Jamais je me serais, mais jamais au grand jamais imaginé que, tu vois, je serais là avec toi en train de parler de mes boîtes, etc. Donc non, franchement, c'était pas une option. Je me rappelle même pas en avoir entendu parler pour te dire au lycée. Donc non, vraiment pas une option. Ok, parce que j'ai lu que sur ton profil LinkedIn que tu étais entrepreneur depuis tes 17 ans. Exactement. Alors ça, le petit twist, c'est que en fait, j'ai sauté une classe. Donc je suis rentrée à l'IESEG quand j'avais 17 ans. D'accord. Et du coup, c'était dès on a une nouvelle participante. Et un nouveau bébé. C'était dès ma première année, en fait, j'ai rejoint une asso qui s'appelait Enactus. Okay. Et c'est un réseau international qui aide à développer des associations entrepreneuriales étudiantes, en tout cas qui soutiennent et qui accompagnent des entrepreneurs avec impact social et environnemental. Okay. Et en fait, j'ai participé à un de leurs événements, mais vraiment à la rentrée en mi-septembre, début octobre. Et c'est là où j'ai eu l'idée d'un projet qui s'appelle Renaissance, avec une autre fille qui s'appelle Isor Leroux. Et en fait, l'objectif, c'était d'aider des jeunes migrants à se réinsérer socialement et professionnellement dans le nord de la France, à Wattignies. Et justement, c'est une association qu'on a développée à partir de mi-octobre 2017, du coup d'où mes 17 ans. Donc voilà pour la petite anecdote. Ok, et pourquoi dans le nord de la France uniquement? Pourquoi cibler ici? Ouais, alors déjà j'ai fait mes études les 3 premières années dans le nord, donc à Lille, à l'IESEG Lille. Et pourquoi dans le nord? En fait, moi j'ai toujours été dans cette démarche je commence avec ce qu'il y a autour de moi parce que c'est ce qui est le plus proche. Parce que toi tu es d'ici, du nord de la France? Je ne l'étais pas, mais en tout cas quand j'ai eu cette réflexion, j'étais dans le nord de la France et j'avais connaissance qu'il y avait des enjeux. J'avais vu beaucoup de personnes sans domicile, beaucoup plus que j'avais l'habitude de voir dans le nord. Donc je me suis aussi engagée dans une autre association qui s'appelait Entourage, où là on faisait des rondes, des événements de réinsertion et d'inclusion pour les personnes sans abri. Et en fait, si tu veux, c'est plutôt de voir les conditions humaines locales qui m'ont fait dire, ça m'a vraiment touchée. Et c'est là où j'ai dit, ok, je veux générer un impact, je veux aider. Et c'est là où on a monté justement ce projet d'étudiants à plusieurs pour aider du coup dans le Nord. C'était ton premier pas dans l'entrepreneuriat réellement, on va dire. Ouais, et j'en avais pas du tout conscience. C'était vraiment, c'était une démarche hyper naïve de me dire, ok, on a cette opportunité, il y a cet événement, on a eu cette idée, il y a peut-être, on peut rentrer dans ce programme d'accompagnement qui nous aide tout au long de l'année. Mais tu avais peut-être déjà la fibre ou tu avais déjà l'envie au fond de toi sans la cultiver, sans t'en rendre compte. Et sans le savoir, exactement. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est venu naturellement. Mais vraiment, j'en avais aucune idée. Jamais de ma vie, tu vois. Je me suis dit, ok, je suis en train d'entreprendre, pas du tout, tu vois. Je m'en suis rendu compte hyper tard. Et donc, au milieu de tes 5 années à l'IESEG, de tes 6 années du coup, tu décides de faire une césure avec un projet création d'entreprise. Ouais, c'est ça. Comment t'en arrives à prendre cette césure? Pourquoi faire un projet création d'entreprise? Ouais. Alors, c'était vraiment un concours de circonstances. En fait, donc j'ai fait un échange académique en Amérique latine. Okay. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'était la première fois où j'étais immergée dans un environnement
super différent, mais sur tous les points, que ce soit en termes de langue, en termes de culture, en termes de, voilà, de services sociaux, de fonctionnement de l'environnement public. Enfin, c'était hyper, j'allais dire dérangeant, mais dans la mesure où c'était hyper différent de ce que j'avais vécu. C'est stimulant au final. Et, exactement. Et j'ai trouvé, mais c'était tellement intéressant et tellement, si tu veux, motivant de, voilà, un peu de se redécouvrir, se rechallenger, réapprendre une langue. J'ai adoré. Et du coup, j'ai voulu rester. Et si tu veux, j'ai eu une opportunité de m'associer avec un ingénieur. Okay. Professeur d'université pour monter une boîte dans les chevaux justement parce qu'on était tous les deux cavaliers et on a décidé de monter un concept d'étrier et du coup ça fait que je suis restée 1 an là-bas pour développer tout ça en même temps vu qu'il était professeur. C'est là-bas que tout s'est passé? Là-bas que tout s'est passé, ouais exactement. J'allais aussi à l'université pour écouter certains cours sur la robotique, voilà, me familiariser un petit peu plus aussi avec l'ingénierie. Et du coup pour le projet, je tenais vraiment à la partie scientifique à la faire aussi, ou faire moi. Donc c'est moi qui fais tous les calculs pour voir un point de proportion d'étrier. J'ai aidé à modéliser dans l'ordi et j'ai même monté ma propre imprimante 3D de mes mains et de toutes pièces pour qu'on puisse après faire l'impression de la modélisation de notre étrier, faire nos tests, etc. Putain, mais incroyable. Improbable. Mais ouais, c'est clair. Mais improbable. Mais que je comprenne bien, donc tu as fait un échange là-bas. Ouais. Après, tu es revenu en France et tu y es retourné. Je suis restée full time. Okay. Alors, enfin, je suis revenue, tu vois, 2-3 semaines pour des vacances chez moi, du coup, revoir ma famille et tout. Mais parce que du coup, en fait, tu as fait ta démarche et ta demande de césure pendant que tu étais à l'université. Ouais, exactement. Où tu as rencontré cet ingénieur-là. Exactement, c'est ça. Et c'était hyper, c'était génial parce que jamais de ma vie, je me serais dit, ok, moi, en étant en école de commerce, je suis capable de faire des trucs d'ingé. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de dommage de notre système éducatif aujourd'hui. C'est tellement siloté. Enfin, tu vois, tu fais L, on dit d'office, t'es nul en maths. Ou tu fais S, tu comprends rien en histoire géo. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de stigmatisation. Alors, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, dans la compréhension de comment fonctionne l'éducation, c'est assez flagrant. Oui, et puis c'est pas parce que tu fais une école que tu peux pas aussi toi t'orienter vers autre chose. Exactement. Tu peux pas t'intéresser à autre chose. Et c'est là où j'ai compris. Ouais. Tu vois, c'est le fait de me retrouver là, dans un cours de robotique à programmer mon petit robot et à, tu vois, m'intéresser, à être curieuse et un peu ce goût du challenge. Je me suis dit, putain, mais en fait, je peux faire plein de trucs qui sont pas du tout de mon ressort et que je trouve hyper intéressant. Donc ça, c'était assez fort. Ok. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas continué ce projet du coup? Ouais, très bonne question. Alors, j'étais en pleine période du Covid. Donc, comment dire que le Covid n'a pas aussi aidé à développer dans la mesure où on avait fait 2 prototypes que j'étais en train de tester justement à cheval, donc c'était sympa. Mais on a eu le Covid et du coup tout a fermé. Enfin, si tu veux, l'université a fermé, donc on ne pouvait plus continuer à faire nos prototypes, produire et tout. Donc, on a mis le projet en pause, mais j'ai pas décidé de le reprendre, bon déjà parce que je suis rentrée et surtout parce qu'en fait finalement je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer autant que ça pourrait me faire vibrer de monter des projets, de générer de l'impact. Et le marché des tri en France, c'est quand même un marché de niche, c'est ultra concurrentiel, il y en a plein. Donc c'était pas non plus, tu vois, the business de l'année. Par contre, j'ai appris plein de trucs et je regrette absolument pas de l'avoir fait, c'était génial quoi. Et justement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors pas sur le côté technique et... Ouais. Mais plus dans ta vie après, ça t'a apporté quoi ce projet? Je pense déjà un peu de confiance, tu vois, de dire que ok, t'as pas fait du tout d'études scientifiques et tu peux manipuler, tu vois, des côtés un peu bon, tu m'as dit pas parler de technologie, mais en tout cas plutôt ce côté d'apprentissage, tu vois, de capacité d'apprentissage, quelque chose que t'as pas l'habitude de voir. Ça c'était super, donc ça m'a vraiment dit ok, ça m'a un peu ouvert les chakras, de me dire en fait, je suis pas obligée de. C'est pas parce que t'es une école de commerce que t'es fermé à ça que tu peux pas faire autre chose. Ouais, exactement. Donc ça c'était cool. Après, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. En fait, justement en développant ça, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui étaient ingénieurs. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'enjeux autour de l'entrepreneuriat et notamment, il y en a plein, mais en tout cas dans cette cible-là des ingénieurs, parce qu'ils avaient des super idées de produits et des très bons prototypes et une très bonne technologie. Par contre, il y avait un vrai manque de connaissances ou de temps ou de compétences pour le vendre, en fait, le mettre sur le marché, le marketer. Et c'est quelque chose qui m'a assez frustrée parce que j'ai vu franchement des super innovations où il y avait vraiment un impact, que ce soit des drones, des capteurs pour l'agriculture. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui pouvait aider. Mais par manque de ces compétences-là en marketing business, ça se développait pas. Et c'est là, pendant que j'étais là-bas et que du coup l'autre projet était un peu plus calme, que je me suis dit, je vais les aider, moi, et petite Elina, 3 ans d'école de commerce, je peux peut-être faire quelque chose. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à toucher au fait d'aider les entrepreneurs et j'ai vachement trouvé du sens à faire ça. Et en plus que ça marchait bien. C'est ça, ouais. Par contre, je l'ai fait gratuit. Alors là, en termes de business model, il n'y en avait pas. C'était vraiment pour aider. Mais en fait, mais après, il y a bien un début à tout. Hein.
il y a un début à tout. Faut mettre le pied à l'étrier sans jeu de mots. Exactement. Très bien vu, j'ai tilté après, mais très bien. Et je pense qu'en fait, c'est ça, le fait de le faire gratuitement et du coup de bosser avec beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, j'ai fait ça quand je suis rentrée en France, ça a continué. Et pas que avec des ingénieurs, différents types d'entrepreneuriat. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte du besoin et des similarités et des synergies en fonction des différents types d'entrepreneuriat et ce dont il y avait besoin. Et en fait, tous ces services que j'ai fait entre guillemets gratuitement, c'est ça qui a en fait renfloué toute ma connaissance et mes ressources autour de l'entrepreneuriat et qui m'a dit ok maintenant j'ai envie d'aider les entrepreneurs, il faut que je trouve mon business model. Ta valise elle est bien pleine donc maintenant tu peux les mettre à profit de... Je savais pas si elle était pleine mais en tout cas je commençais à sentir et à comprendre quelque chose et je pensais pouvoir apporter des choses justement sur ça. Ok, après tu as enchaîné avec un master en alternance. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé Alors, alternance trop bien. Parce que déjà en termes financiers c'est quand même super avantageux et c'est un modèle d'ailleurs qui est pas très dispersé en fonction des pays. Tu vois, j'en parlais en Espagne, je t'expliquerai une aventure que j'ai fait en Espagne, mais que ça n'existe pas en fait dans très peu de pays et c'est vraiment un format qui est génial où tu peux bosser et en même temps tes études sont couvertes et toi tu peux te développer. Donc ça en termes d'indépendance c'était vraiment super parce que j'ai quand même un gros besoin d'indépendance. Je suis partie toute seule vivre à Lille pour mes 17 ans, après on a mis à l'étranger, j'avais quand même besoin de me sentir indépendante. Donc sur ce côté-là, en tout cas plus personnel, c'était top. Mais après moi juste quand même, en l'alternance j'ai l'impression qu'en France c'est quand même pas hyper bien vu tout le temps. Moi, c'est l'impression que j'avais, même dans mon entourage, etc., avant que je rentre à l'école. Et en vrai, moi, je regrette un peu de ne pas avoir fait d'alternance. Alors, mon master l'entrepreneuriat, il n'est pas en alternance, donc c'est pas un regret. Mais s'il avait été en alternance, je pense que j'aurais préféré le faire en alternance. Parce que je trouve ça trop bien, en fait, de bosser à côté. Enfin, moi, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était pendant mes stages. Clairement dans toute ma scolarité, c'est là où j'ai le plus kiffé et en fait du coup en alternance c'est clairement ça quoi, tu bosses. Ouais, alors je comprends, je peux comprendre tes proches parce que donc là c'est la partie où je venais, donc sur le papier c'est quand même un modèle qui est intéressant même si ça dépend des métiers etc. Par contre ça dépend de où tu tombes. Et tu vois, toi tu dis que tes stages c'était ma meilleure expérience, moi ça a été mes pires expériences mais dans le côté positif, en fait j'ai bossé dans des boîtes qui me correspondaient pas du tout, mais vraiment pas du tout, vraiment le style, tu vois, des grosses boîtes très archaïques, très lentes, alors que au fur et à mesure je me découvrais ce besoin d'action et que les choses bougent. Et en fait, c'était génial de vivre ces expériences-là parce que c'est ça qui m'a fait me rendre compte, mais en fait, je veux monter ma boîte, j'ai besoin... En fait, si tu veux, dans mes alternances, j'ai fait 2 boîtes. J'ai fait une première boîte américaine et une deuxième boîte dans le conseil à Paris. La deuxième boîte était vraiment mieux. Enfin, en tout cas, dans la culture, ça me correspondait mieux. Mais c'est ça qui m'a fait me prendre conscience que, en fait, quand je serai dans une entreprise, déjà, j'ai un périmètre limité, des responsabilités limitées et surtout, j'ai une possibilité d'impact qui est vraiment restreinte. Et c'est vraiment ça qui m'a énervée. Donc on va dire que tu vois, c'est toutes mes petites frustrations de stage chaque année et mes expériences qui m'ont fait dire ok, moi j'ai bossé, hein, il y avait bien sûr ça restait cool parce que j'ai appris des trucs et tout, mais c'est quand même ça qui a un peu, on va dire, fait augmenter un peu ma frustration et après je me suis dit ok, maintenant je veux monter ma boîte, je veux faire ça, etc. Ok, et du coup pendant ce master, c'est là où tu as commencé à entreprendre. Enfin, c'est ça. Tu as vraiment entrepris on va dire, avec un business model. Exactement, c'est ça. Et pas gratuitement. Voilà, mais en fait, alors ce master-là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance et été hyper contente d'avoir été prise et d'avoir choisi ce master-là parce que en fait, il est hyper entrepreneurial et si tu veux, même nos professeurs, etc., ça reste des entrepreneurs ou des gens vraiment terrain. Et en fait, la majorité de nos cours, on pouvait bosser sur nos propres projets. Donc par exemple, on avait un cours de business model, on pouvait faire, on faisait des travaux de groupe, et un des travaux de groupe, on pouvait le faire sur Euron. Et du coup, ça faisait que en fait, tout ce que je faisais pendant mes cours, la grande majorité, je pouvais l'appliquer à mon entreprise, que ce soit hyper concret et que ça m'aide après à développer. Donc ça c'était génial. Et après j'ai aussi rencontré des professeurs hyper brillants. Tu vois, il y avait des professeurs d'Harvard, des professeurs qui étaient business angels, qui ont fait plein de trucs, plein de projets. Donc ça c'était hyper inspirant. Et c'est aussi ça qui m'a un peu ouvert les portes et me faire me rendre compte qu'en fait je peux faire plein d'autres choses. Tu vois, j'ai des professeurs qui racontaient, que, je sais pas, à 30 ans, ils étaient en train de parler avec des gouvernements pour des projets géniaux et je m'étais même pas imaginé que c'était possible, tu vois. Et du coup, de rencontrer des gens comme ça, ça t'ouvre aussi le champ des possibilités. Ça t'a inspiré, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui, mais ça m'a vachement inspiré et ça m'a un peu boosté pour développer ma boîte, du coup.
Ouais, forcément. Bah, en vrai, moi, c'est pas forcément avec les profs, mais je consomme beaucoup de contenu autour de ça et c'est hyper inspirant. Enfin, en vrai, de voir que ce soit des réussites, des échecs. Je trouve qu'il n'y a pas assez aussi de mise en avant d'échecs. Ouais. Parce que, en vrai, même il y a plein d'échecs, c'est tellement inspirant de voir le parcours, comment ils en sont arrivés là, ce que tu en tires et ce que tu apprends de ces échecs et tout. Je trouve ça. Ouais. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment, c'est autour de cette notion d'échec, c'est déjà comment est-ce qu'on définit l'échec. Et ça varie en fonction des cultures et des pays. On va pas répéter, mais la France, il y a quand même un gros truc autour de l'échec, c'est pas comme les États-Unis. Et c'est là, tu vois, moi, par exemple, mon expérience quand je montais les étriers, en soi, ça peut être perçu comme un échec parce qu'on l'a pas fait. Mais pour moi, alors ça peut paraître bateau, mais j'ai tellement appris de trucs que ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a ouvert plein d'idées, et ça a été un peu aussi la genèse de ma boîte d'après. Donc en fait, tu vois, j'ai appris plein de trucs. Et puis t'as pas misé toute ta vie sur ça en disant c'est ma vocation. Exactement. Et d'un coup tout s'arrête. C'est juste un projet que tu menais. Exactement, pour c'est ça. kiffer. Donc après c'est dur, hein. Parfois on se rate, voilà, c'est chiant, désolé, mais voilà. Après, ça nous permet aussi de nous booster et de comprendre aussi. Je parle souvent, j'essaie aussi, quand je parle aux jeunes qui veulent entreprendre, il y a une temporalité pour entreprendre. Ça, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens peuvent entreprendre. Par contre, chacun a sa propre temporalité. Il y a des conditions qui font qu'on n'est pas prêt pour entreprendre. Moi, une fois que j'ai arrêté la boîte des étriers, j'ai pris un an et demi avant de me dire ok, vas-y, je vais entreprendre. Tu vois, ça m'avait quand même saoulée, j'étais j'étais un petit coup de mou. Et en fait, le fait d'attendre et de retrouver le bon moment pour entreprendre, et ça a été mon master, et tu vois, j'ai commencé à officialiser Huron début de ma 2e année, donc c'était vers fin octobre. C'est là où j'ai enfin saisi, je me dis ok, là j'ai des conditions, en fait c'est trop bête si je le fais faire maintenant parce que je peux pas me rater, je peux pas me rater. J'ai pas de conditions qui font qu'il y a un vrai risque, j'ai plein de ressources à ma disposition, je me dis en fait il faut que je le fasse maintenant. Mais de toute façon, ça, on va revenir sur ces questions, sur ton avis sur l'entrepreneuriat de manière générale, les timings, etc. Mais du coup, depuis tout à l'heure tu parles beaucoup d'Huron, est-ce que du coup tu peux expliquer clairement ce qu'est Huron, comment tu as eu l'idée et quand est-ce que tu l'as créé? Ouais, donc je vais raconter un petit peu l'histoire. Donc, Huron est né de justement cette envie d'aider les entrepreneurs, toujours en train de me dire mais comment est-ce que je peux aider un maximum de gens et générer le plus d'impact avec mon entreprise. Et c'est comme ça que j'ai un peu shifté le modèle que je faisais de base qui était du consulting, tu vois, ponctuel ou un peu plus longue durée, mais de business development, vers plutôt une pensée, une réflexion vers écosystémique, où en me disant en fait je vais travailler avec les écosystèmes d'entrepreneurs pour que justement les solutions que je mette en place, ça touche beaucoup plus de monde plutôt que de faire du one-to-one. Individuel. Exactement, donc c'était vraiment la réflexion initiale et toujours avec cette envie d'impact et en même temps de trouver un business model parce que je me suis dit les entrepreneurs ils n'ont pas d'argent, c'est pas eux qu'on va, et en plus ça me dérangeait de leur demander de l'argent quand ils étaient au départ et du coup c'est là où je me suis dit en fait je suis étudiante, j'entreprends. J'ai parlé avec beaucoup d'autres étudiants qui entreprennent et je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de freins, beaucoup d'insatisfaction et beaucoup de choses à améliorer pour les entrepreneurs étudiants. Et du coup, c'est là où je me suis dit, en fait, j'ai ma cible, j'ai mon marché, j'ai ma connaissance parce que ça faisait 4 ans que j'étais étudiante entrepreneur et que je discutais, je rencontrais pas mal d'autres personnes. Et c'est là où je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie d'aider les écoles, donc en fait de fournir des services de conseil et de création de programmes, et je reviendrai sur tout le détail plus tard, aux institutions et aux systèmes d'éducation supérieure pour justement les aider à mieux comprendre les étudiants qui entreprennent, les sensibiliser et les aider à co-construire avec les étudiants et le staff de nouvelles solutions pour aider les entrepreneurs. Et dans de nouvelles solutions, il y a des programmes qui y sont dédiés, mais c'est aussi par exemple des aménagements au niveau des cours, parce qu'il y a un vrai besoin et enjeu au niveau du temps, mais aussi au niveau des compétences qu'on leur apporte. Voilà, un peu différentes choses. Et là, je suis en train de monter des projets beaucoup plus gros internationaux, mais on pourra en reparler. Donc en fait, si tu veux, le cœur de notre métier, c'est vraiment d'aider les institutions et les systèmes d'éducation supérieure à comprendre les entrepreneurs et à mettre en place des solutions pour eux, les étudiants qui entreprennent. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui au tenté. Et l'objectif petit à petit, c'est d'élargir les populations. Aujourd'hui, c'est les jeunes. Demain, j'ai envie que ça soit les femmes, les minorités et les gens et les hommes, bien entendu, et les intrapreneurs. Parce que du coup, en ayant bossé en alternance, je me suis rendu compte dans les boîtes, il y a beaucoup d'intrapreneurs. Ouais, beaucoup d'intrapreneurs, mais surtout beaucoup de processus qui ne sont pas faits justement pour remonter les idées, pour qu'elles se développent et pour valoriser ces gens-là. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer un peu plus tard avec Huron. Ok, donc là aujourd'hui, ton métier concrètement, c'est quoi ? Aujourd'hui, concrètement, mon métier, c'est de conseiller, d'accompagner et de sensibiliser les écoles et les entrepreneurs sur l'entrepreneuriat des jeunes.
pour les aider, les développer et ouvrir des possibilités aux plus jeunes. Parce que du coup, à côté du run, tu as quand même, là aujourd'hui, tu fais des conférences, tu interviens sur des salons. Ouais, exactement. Donc ça, d'ailleurs, c'est via Huron. En fait, c'est souvent des missions qu'on me propose pour sensibiliser. J'ai fait pas mal je suis assez sollicitée pour des conférences autour de l'entrepreneuriat des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, par exemple, j'ai fait pour Elisabeth Moreno une table ronde aux 2e assises de femmes du numérique. J'ai trop hâte. La semaine prochaine, j'ai Paul Midi qui m'a proposé d'intervenir à l'Assemblée nationale pour parler d'entrepreneuriat des jeunes. Incroyable. Donc voilà, et après je fais des conférences aussi dans les écoles directement. Je donne des cours maintenant de master à des étudiants aussi pour autour d'entrepreneuriat et d'innovation. Donc voilà, j'ai différents formats. Mais toujours avec cet objectif d'ouvrir un peu les perspectives, d'accompagner au changement. C'est vraiment le fond de ce que je fais, c'est driver du changement pour impulser l'entrepreneuriat chez les jeunes et les moins jeunes. Bah, trop bien. Tu as participé à un programme d'entrepreneuriat féminin financé par l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous parler de ça, ce que ça t'a apporté? Ouais. Ah, c'était incroyable. C'était imprévu en fait. Un jour, donc je commençais à faire quelques interventions, des petites conférences, etc. Et je reçois un message sur LinkedIn en me disant d'une personne que je connaissais pas, elle me dit Elina, t'as assez le profil, tiens regarde candidate pour ce programme. Et je regarde, donc c'était un programme qui s'appelait The Break, qui était financé par l'Union européenne et mis en place par le gouvernement espagnol, EOI, qui est une université publique. Basé à Madrid, et Impact Hub Madrid, donc un organisme d'accompagnement international d'entrepreneurs à impact. Et du coup, ça a été fondé par une personne hyper inspirante qui s'appelle Eva Courteau, et justement qui a fait toute cette démarche de compréhension des freins des femmes en Europe à entreprendre et qu'est-ce qui pourrait leur être apporté pour les aider. Et du coup, j'ai postulé. Mais tu vois, c'était genre 3800 candidatures, enfin tu vois, quantité énorme et on était 360 à être prises. Donc j'avais pas trop d'espoir, enfin je me suis dit, je suis candidate et on verra parce que c'était quand même un gros truc. Et j'ai été prise, enfin en fait petit à petit je faisais, ok, étape 1 c'était bon, étape 2, étape 3, étape 4 et finalement j'ai été prise et j'ai appris après que j'étais la plus jeune du programme. Donc encore plus cool, ouais, c'était super. Et donc en fait concrètement c'était 4 mois d'accompagnement avec 3 mois en distance où on se voyait toutes les semaines. On était coachés, mentorés en individuel et aussi des webinars et des mises en relation avec le réseau justement d'entrepreneurs et à destination donc de femmes entrepreneurs qui résidaient en Europe et qui avaient des projets assez divers et variés mais aussi avec cette ambition d'impact local ou plus large. Et ensuite c'était donc 3 mois à distance et 1 mois où on était toutes réunies en Espagne et ça c'était vraiment incroyable comme aventure. Donc on a toutes commencé à Madrid pendant 2 jours pour comprendre, discuter, échanger. Il y a des personnes du ministère qui sont venues, des députés, enfin tu vois c'était... Tu as dû faire des rencontres incroyables là-bas. Ouais, et c'était très, je sais pas le mot en français mais empowering, tu vois, c'était... intense. C'est intense et ça donnait vraiment une dimension beaucoup plus large, donc ça c'était vraiment super. Et après on a été répartis dans toute l'Espagne dans des groupes de 15 pour vivre ensemble, avoir un impact local, aussi travailler avec les locaux pour essayer de comprendre leurs enjeux et pouvoir apporter aussi une solution. Donc c'était à double objectif, aussi de nous développer personnellement sur nos projets, mais aussi aider les locaux. Et donc ça, c'était vraiment top. Et en fait, j'ai vécu avec des femmes hyper différentes, de pays super différents, de cultures hyper différentes, d'âges différents, de projets différents. Que tu n'aurais jamais rencontré dans d'autres contextes? Jamais, mais c'était génial. J'ai tellement appris. Mais je crois que c'était une des expériences de ma vie où, ma courte vie pour l'instant, je suis jeune encore, mais où j'ai le plus appris parce que j'ai vraiment été confrontée à la différence de culture, à la différence de vie, à la différence de vécu. D'opinion, de point de vue. Ouais, c'était trop bien. Enfin, franchement, j'ai adoré. C'était hyper puissant comme aventure. C'était épuisant, par contre. C'était censé être un break pour faire un break de notre vie. J'ai jamais autant bossé que ce moment-là. C'était la folie. Parce que du coup, en même temps, j'étais à ma dernière année de master, donc j'avais mes finaux, j'avais mon mémoire à faire, j'avais ma boîte et mes clients, et j'avais le programme. Donc c'était vraiment hyper intense. Mais le programme, c'était un peu une sorte d'incubateur. Enfin, ça ressemblait à un peu, ou pas forcément. Non, pas vraiment, parce que si tu veux, c'était plus une expérience transformative pour accompagner les gens et leur faire vivre une expérience. C'est plus pour développer toi en tant qu'entrepreneur féminin. Exactement, ouais, c'est ça. Plutôt que ta boîte. Après, on bossait sur nos projets bien entendu, mais c'était plutôt développement de l'individu. Et non, c'était une expérience fantastique. Ça
ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a encore plus donné envie d'aider encore plus de monde et me faire rendre compte aussi des enjeux des entrepreneurs à l'international et celui des femmes aussi. Au départ, j'étais un peu frileuse parce que j'ai du mal, tu vois, avec ces initiatives qui sont très clivantes, où on dit que c'est que pour les femmes, ou du coup que pour les hommes, etc. Mais en même temps, j'ai compris aussi l'impact d'avoir parfois de se rassembler entre femmes, où parfois il y a des problématiques que tu partages qu'entre femmes, la maternité, l'accouchement, enfin, il y a quand même des choses que tu peux que partager entre femmes. Et du coup, j'ai compris aussi l'avantage de se retrouver, de discuter ensemble, même si je pense qu'il faut aussi insuffler voilà, des initiatives qui sont mixtes et qui aident les hommes et les femmes à se rencontrer, à prendre conscience aussi de leurs capacités les uns les autres et à bosser ensemble. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment fantastique. Et est-ce qu'avec Huron, du coup, tu as été incubé? Parce qu'en plus, à l'ISEG, il y a un incubateur. Oui. Est-ce que tu as été incubé ou pas? Non, je ne sais pas pourquoi j'étais dans cette démarche-là, mais je me suis dit, je veux faire tout toute seule. Donc je voulais pas être incubée, déjà c'était vraiment dans cette démarche d'indépendance, mais je voulais pas que quelqu'un me dise ce que je dois faire, même si bien entendu, tu vois, j'ai discuté avec des professeurs, des mentors, qui m'ont donné des super conseils, hein. Je ne dis pas qu'il faut pas du tout se faire aider à être seul, mais j'avais pas envie d'être dans un programme qui m'oblige de faire des choses. J'avais ma vision, je pensais comprendre comment je devais faire et avec qui je devais parler pour aller plus loin, tu vois, sans me dire je vais tout faire tout seul, mais plutôt de me dire ok, j'ai ma démarche, je veux le faire seul. Et l'exception, je l'ai faite pour le programme, parce que je me dis bon, c'est quand même un programme financé par l'Union européenne, c'est un truc international. Voilà, c'est quand même cool comme opportunité. Je vais le faire, mais sinon non, je voulais pas du tout être incubée. Et est-ce que tu penses que c'était un bon choix avec un peu de recul? Est-ce que c'est un bon choix ou est-ce qu'en vrai finalement tu aurais pu quand même, parce que finalement en vrai tu peux très bien être incubé et sans suivre forcément tout ce qu'on te dit et faire tes propres choix, mais en même temps d'un autre côté avoir des conseils, une vision extérieure. Ouais. Enfin moi je le vois plus. Alors je l'ai pas fait, je suis pas dans un incubateur ou quoi, mais je le vois un peu comme ça. Ouais, c'est un bon normal. Je regrette pas du tout et je pense que si je le referais, je le ferais exactement pareil parce que je pense que c'est pas quelque chose qui me correspondait et ce dont j'avais besoin au moment T. Par contre, tu vois, en étant aujourd'hui de plus en plus en contact avec des incubateurs, je comprends à quel profil et ce que ça peut vraiment apporter concrètement, tu vois. Mais je pense que ça dépend vraiment du projet et vraiment de la temporalité dans laquelle tu es. Moi, mon projet, ça reste du conseil, c'est la prestation intellectuelle. J'ai pas non plus, tu vois, besoin de labo, besoin de financement. J'avais besoin d'aucun financement. Je voulais m'autofinancer, etc. Donc j'avais aussi cette liberté dans mon modèle qui faisait que c'était plus simple. Mais voilà, donc non, franchement, je suis contente de comment ça s'est passé. Par contre, ce qui est super avec les incubateurs, et j'ai eu aussi cette chance-là, c'est que dans mon école, il y a plein de choses qui sont faites pour l'entrepreneuriat. On a un gros réseau. Donc en fait, via mes professeurs et l'école, j'avais quand même accès à beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est dans un milieu où justement il n'y a pas tout ça, oui, les incubateurs, c'est essentiel parce que ça te connecte avec un réseau, ça te fait rencontrer d'autres entrepreneurs, enfin c'est super, tu vois. Moi j'avais quand même d'autres choses qui étaient à mes dispositions de manière gratuite et un peu je pouvais piocher dans ce que je voulais, donc pour être libre et pas avoir besoin d'être incubé. Il y a justement un interviewé, une personne que j'ai rencontrée, un jeune, qui est dans plein d'incubateurs différents, mais parce que lui il a la fac, il n'a pas d'écosystème entrepreneurial autour de lui, et ça l'aide énormément parce que du coup il discute de toutes ses problématiques, tout ce qu'il rencontre, c'est plus du réseautage et de l'aide, de la rencontre avec d'autres entrepreneurs sur les problématiques, etc. Et lui quand il me l'a expliqué, c'était plus ça justement, lui il cherchait pas forcément qu'on lui dise comment faire, mais plus d'avoir un peu limite un soutien intellectuel, de savoir qu'il y a d'autres gens qui sont aussi dans des galères, qui rencontrent les mêmes problèmes, qui trouvent des solutions, qui peuvent aider. Et puis lui, vu qu'il était dans un côté un peu ingénieur, du coup il avait tout le côté business, commerce, que les autres pouvaient, sur lequel on pouvait l'aider et tout, donc lui il voyait ça comme ça. Ça c'est génial, tu vois, et c'est là où je le dis vraiment, ça dépend des profils, et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire ok, entrepreneur tu dois être incubé ou incubateur doit incuber tout le monde. Je pense que c'est là où on doit aussi préciser l'offre et ce qu'apporte un incubateur. Ça apporte beaucoup de choses, ça apporte des connaissances, des compétences et du réseau et des bons contacts, mais ça peut correspondre à un type de profil et pas correspondre à un autre, tu vois. C'est là où je trouve qu'on doit aussi travailler cette notion et quelle est la place d'un incubateur pour un entrepreneur. Et justement, pour des profils comme ça où tu n'as pas forcément toute cette base et ce réseau, c'est fantastique, quoi. Enfin, heureusement qu'ils sont là. Ouais, carrément. Après, donc avoir fait tes études à l'ISEG, maintenant, ils font partie de tes clients. Oui.
Comment tu en es arrivé là? Comment se passe cette relation? Parce que ça peut être un petit peu étrange aussi de passer de étudiant. Ouais. En fait, quand on est étudiant, on est le client limite de la structure, et puis maintenant, c'est eux tes clients. Exactement. Ça a commencé quand j'étais un peu dans cette phase de remodifier mon business model, que je me rendais compte qu'il y avait des enjeux autour de l'entrepreneuriat étudiant. Et en fait, j'avais été sollicitée par l'école, c'était en 2021, pour animer le séminaire Vision qu'on fait tous les 2 ans pour tout le staff de l'école. Et ils sélectionnaient des étudiants pour animer, donc j'ai fait cette expérience-là. Et c'est là, du coup, j'étais beaucoup plus en contact avec l'administration, avec la vice-directrice, la vice-présidente, vice-directrice, je ne sais plus exactement le terme, mais Caroline Roussel, à l'époque, qui est devenue du coup présidente de l'IESEG. Et du coup, j'avais de plus en plus de contact, compréhension de l'écosystème, et voilà, j'essaie de comprendre ce qui fonctionnait ou fonctionnait moins pour aider aussi les étudiants. Et un jour, je suis montée au 4e étage et je suis allée toquer à la porte de Caroline Roussel. Je lui ai dit bonjour, il y a des choses à faire pour aider les étudiants entrepreneurs. Voilà, il y a des enjeux, des besoins, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, elle m'a dit ok, viens présenter au comité de direction ce que tu as à nous dire. Et du coup, je crois que c'était 15 semaines après, 15 jours, 3 semaines après. J'y suis allée, j'ai pris ma petite présentation. J'ai fait du coup un peu une analyse de c'était quoi les besoins des étudiants entrepreneurs, c'était quoi les freins, c'était quoi les opportunités, quel était le marché aussi de l'éducation supérieure privée autour de l'entrepreneuriat et comment est-ce que l'IESEG pourrait se positionner, et des premières pistes de solutions pour aider les étudiants. Et du coup, voilà, ils ont dit allez go, c'est parti. Donc c'est comme ça que j'ai créé officiellement ma structure. Donc c'était début mars 2023. Donc tu étais encore étudiante à ce moment-là. Ouais, exactement. Et en même temps, j'ai signé mon premier contrat avec l'IESEG, qui était c'était de avril à juillet-août 2023. Et donc j'ai bossé, quand j'étais encore étudiante, je bossais avec le staff justement pour faire des ateliers, comprendre les besoins des étudiants entrepreneurs. Un gros travail aussi de compréhension des process du staff, eux, de leurs enjeux, aussi de leurs freins, de leurs besoins, etc. Et du coup, j'ai essayé de matcher les deux en me disant quel process on pouvait mettre en place pour en même temps aider les étudiants qui veulent entreprendre et en même temps faciliter le job du staff, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire dans une école, c'est hyper intense comme job. Et de dire comment on peut valoriser les deux parties et faire en sorte que on génère des choses les uns les autres. Ok. C'était la genèse. Et après, ça a continué. Depuis, du coup, tu continues de travailler avec eux exactement. autour de ces thématiques. On a continué du coup direct août-septembre. Et donc là, ça va faire 1 an et demi presque qu'on bosse ensemble. Et sur des projets d'envergure hyper différentes, il y avait des choses, c'était directement créer des nouveaux aménagements pour les étudiants, les aider à développer de nouveaux programmes entrepreneuriaux pour les étudiants. Et là maintenant, on va sur des projets beaucoup plus gros internationaux. Donc c'est énorme et c'est quelque chose que j'ai vraiment initié moi toute seule avec une idée. J'en ai parlé avec justement deuxième vision avec la directrice Caroline Roussel. Et tu vois, elle m'avait relancé et j'ai bossé le sujet. Et Comme quoi, en étant jeune, on peut avoir de l'impact, un vrai impact, et on peut se faire entendre. Ouais, et je tiendrais quand même à souligner, j'ai fait une intervention à Station F où j'avais parlé de l'impact de la première chance. Et quand même, Caroline Roussel, c'était la première personne à me considérer comme capable de faire autant de choses et me donner la chance. Et ça, c'est quand même quelque chose que je tiens à saluer et qui est important pour les jeunes. C'est ces personnes qui permettent de donner la première chance. Tu vois, moi, si elle ne m'avait pas permis de faire tout ça, je ne serais pas là aujourd'hui, même si j'ai développé plein de choses. Et c'est quand même quelque chose qui est important. Et ça m'a vachement boosté. Donc, même en étant jeune, c'est là où ça m'a ouvert aussi les yeux. On peut bosser avec des gens qui ont 30 ans d'expérience de plus que nous, qui sont des chercheurs, mais on peut avoir quelque chose à leur apporter, un œil différenciant, un moyen aussi de connecter les gens au sein des institutions éducatives. Et après de monter des impacts internationaux. Mais ça, je le constate totalement parce que moi, je le dis souvent quand on en discute avec des copains et tout, avoir un mentor. Enfin, parce que du coup, elle peut jouer le rôle de mentor, on va dire, le fait de toi, te donner ta chance à ce moment-là, etc. Ouais. Et moi, je l'ai vécu aussi, alors à plus petite échelle, mais dans un de mes stages, et c'est pour ça que j'ai autant aimé mes stages. Okay. Parce que, en fait, dès la 2e année d'école, on n'a aucune compétence, et moi, il y a quelqu'un
chez les boulangeries Ange qui m'a donné les clés, qui m'a dit non mais vas-y fais, on te fait confiance, tu vas y arriver, tu fais tout seul. Et du coup ça m'a propulsé, et même pour ma confiance en moi perso, pour après dans le monde pro, j'ai complètement switché et j'ai pas eu la même vision du tout sur moi-même, sur mes capacités, sur ce que je pouvais faire grâce à cette personne. Et si cette personne n'avait pas donné les clés, j'aurais jamais pu. Ça serait pas passé comme ça. Mais je pense que c'est ça en fait, c'est que ça donne la confiance. En fait, cette personne te donne une confiance auquel tu n'avais pas eu accès au départ. Et te considère. Et après, et te considère exactement. Et après, bon, à toi de te bouger. Et après il faut prouver, voilà. Et ça c'est pas tout seul. Exactement. ça c'est sûr. Mais non, c'est quand même quelque chose. Enfin, tu vois, je valorise et je sais me rendre compte, de ce que ça m'a aussi permis de développer par la suite. Tu voulais en parler tout à l'heure. Quels sont les plus gros projets que tu as réalisés avec Huron, dont tu es le plus fier, on va dire. Même s'ils ne sont pas forcément énormes, mais en tout cas ceux qui te rendent le plus fier. Déjà, j'ai adoré donner des cours. Si tu veux, je suis allée donner des cours dans une école à Paris à des étudiants qui avaient mon âge, voire plus. Et en fait, de me retrouver déjà dans la position inverse, 2 mois après j'ai fini mes études, c'est trop bien. Et surtout, en fait, ça m'a fait me rendre compte que en fait, j'ai pu théoriser ce que j'avais appris de par mon parcours et comment est-ce que ça se transmet aux autres étudiants. Et en fait, c'était génial parce que les cours se sont tellement bien passés, ils étaient hyper captivés, hyper dans le truc. Ils m'ont fait des retours de dingue à la fin. Ils m'ont dit « Ah, mais vous avez été la meilleure prof qu'on a jamais eue, on espère que vous allez être là, etc. » Enfin, tu vois, c'était entre guillemets inespéré. Enfin, tu vois, c'était vraiment ma première expérience, c'est un métier hyper difficile, etc. Et je prétends pas du tout être une professeure comme ceux qui ont 15 ans d'expérience. Je suis plutôt sur le côté intervenante et sur des modules de cours très participatifs, actifs autour de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'était génial. En fait, j'ai adoré. Je me suis éclatée, c'était génial. Je voyais les étudiants contents, qui comprenaient. J'essaie de casser aussi un peu des clichés qu'on entend souvent autour de l'entrepreneuriat, autour de l'éducation, pour leur faire aussi ouvrir les yeux. Et vu que j'ai cette expérience très fraîche de l'étudiant, j'étais aussi transparente sur moi, comment est-ce que j'apprenais, pourquoi j'écoutais pas parfois en cours, qu'est-ce qui me faisait que là j'accrochais, qu'est-ce qui fait que... En fait, il y avait pas de distance, enfin il y avait moins de distance. Exactement. Mais il y en avait quand même pour, tu vois, toujours avoir cette relation, parce que c'est quand même assez complexe, tu vois, ton positionnement. Mais non, c'était vraiment, c'était super. Après, je pense qu'un projet dont je suis hyper fière, c'est quand même tout ce qu'on a fait à l'IESEG. Ça, c'était vraiment énorme. Alors, je ne vais pas mentionner tout le détail, mais on a implémenté plein de nouvelles choses, que ce soit des programmes, que ce soit des process entiers, que ce soit des nouvelles solutions, tu vois, des aménagements, des absences pour les entrepreneurs, des stages dans l'entreprise, ça existait déjà, mais un peu plus formaté. J'ai créé le statut étudiant-entrepreneur IESEG qui permet en fait de valoriser et de reconnaître l'engagement entrepreneurial d'un étudiant et ensuite, en fonction de son niveau d'avancement, lui donner accès à différents types de solutions, différents événements. Aujourd'hui, je suis étudiant entrepreneur. Génial, voilà. J'ai le statut. L'impact, voilà, c'était génial. Et ça, c'est une idée, tu vois, que j'ai eue l'année dernière et que j'ai implémentée avec l'IESEG. Donc ça, tu vois, ça c'est quand même quelque chose. Quand j'ai des étudiants de l'IESEG qui viennent me dire, mais ça a changé ma vie, mais merci et tout. Alors bon, je leur ai pas, c'est eux qui me le disent, mais moi, je pense pas avoir changé leur vie, mais en tout cas, j'ai vraiment... Tu as eu un impact en tout cas, à ton échelle sur le... Exactement, et ça c'est le plus beau des cadeaux quand on vient me dire ça, tu vois, on me dit c'est génial, ça m'a vraiment aidé, c'était trop cool. Voilà. Et est-ce que tu as des leçons ou des choses qui n'étaient pas prévues, qui ont peut-être à première vue été perçues comme négatives pour toi personnellement et qui après, en fait, c'est des leçons que tu apprends quoi. Ouais, je pense que c'est... J'ai pas utilisé le mot échec. Hein. T'as le droit. Non, je pense que c'est... j'ai toujours eu un retard entre ma demande et mes ressources disponibles. J'ai eu beaucoup de demandes pour ce que je pouvais faire parce que j'étais moi toute seule et j'ai que 5 jours par semaine, enfin plus ou moins en fonction de si j'étais étudiante ou pas, mais voilà. Et ça a été un peu difficile et frustrant et en général tout le monde te dit « Ah mais t'es pas prête, t'es trop lente, il y a de la demande, etc. » Enfin tu vois, les gens te poussent un peu à dire « Ah mais il faut vite que tu recrutes, tu restructures, etc. » Et du coup j'ai pris du temps, j'étais en retard, mais en fait j'étais hyper contente d'avoir été en retard parce que ça m'a permis de comprendre quel était le modèle qui me correspondait le plus. Parce qu'au départ, Huron c'était Elina et tu vois, il n'y avait pas ce côté entreprise au départ. D'ailleurs, au départ, j'ai commencé avec une auto-entreprise et après, c'est la fin 2023 où là j'ai monté une boîte. Et ce fait de dissocier le Huron de Elina et justement de commencer à recruter,
C'était vraiment un gros tournant. Très bien. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui veulent entreprendre? Ouais, je pense que ce qui peut aider les gens quand ils ont des freins, c'est surtout décider ce qu'on veut apporter. En fait, ma démarche, c'était toujours de me dire mais qu'est-ce qui me fait sens, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, ok, dans 5 ans, je veux être à l'Union européenne pour bosser sur l'entrepreneuriat et impacter un maximum de personnes. Parce que du coup, l'Union européenne, ça veut dire que tes solutions, elles se dispatchent partout dans le monde. Et du coup, c'est un peu et je me suis dit, bah, j'adore, qu'est-ce qui me fait vibrer, j'adore aider les entrepreneurs. Et j'ai posé mon objectif là, et ensuite, une fois que ça, c'était, si tu veux, internaliser, donc ça devient même inconscient comme objectif, ça fait toutes les actions que je prends, elles sont vers cet objectif-là. Donc je trouve que ça aide beaucoup de trouver qu'est-ce qui nous fait sens et ensuite de décider. Et avoir une vision à long terme ou court terme et d'avoir... Ouais, et ça peut être un objectif. Moi, je me dis pas, tu vois, si je l'atteins au bout de 7 ans ou si c'est pas l'Union européenne, c'est une autre institution. Oui, mais ça reste à ligne de mire. Voilà, mais il faut pas que ça soit un truc bloquant. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te donne ton horizon. Et ensuite, tu peux agir vers cet horizon. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'actions. Il faut rencontrer des gens et agir. Franchement, mon premier mot, c'est vraiment l'action, faire. Je suis d'accord. Moi, c'est le but du projet. Moi, je parle souvent de passage à l'action et de faire. Parce que quand on a des idées, moi, je parle pas, c'est pas obligé d'entreprendre. C'est vraiment pas une obligation. Mais quand tu as des idées, que tu en as l'envie en tout cas, il faut le faire. Il faut arrêter de se poser 100 000 questions. C'est ça, mais après, je peux comprendre. C'est là où il faut faire attention aussi. Je peux comprendre les gens qui ont du mal. Et moi aussi, à un moment, tu vois, après le projet des Détriers, j'ai mis du temps avant de réentreprendre. Et c'est là aussi, il faut comprendre parfois pourquoi est-ce qu'on passe pas à l'action. C'est quoi nos freins? En fait, est-ce que c'est juste que nos conditions autour font qu'on se sent pas en sécurité pour entreprendre maintenant? Est-ce que c'est que y a une autre chose qui nous passionne et en fait ça déséquilibre? Ou tu vois, c'est là aussi il faut passer à l'action. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, mais il faut aussi se comprendre. Et j'ai fait quand même un gros travail d'introspection pour comprendre comment je fonctionne. Et c'est pour ça aussi que j'étais hyper indépendante, c'est que j'ai compris comment je fonctionnais, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Et hop, après les actions, je contactais les bonnes personnes, etc. En jeu. Très bien. Toi qui aides les structures à développer l'accompagnement chez les jeunes, quand on est jeune et qu'on entreprend ou qu'on veut entreprendre, vers qui on doit se tourner quand on n'a pas forcément de contact, quand on n'a pas forcément d'entourage qui entreprennent, quand on n'est pas dans une école qui promeut l'entrepreneuriat, vers qui se tourner? Et là, je dirais les réseaux. Il y a plein de réseaux, les réseaux d'entrepreneuriat. Il y a des associations, tu vois, j'ai pris l'exemple de Nactos, moi, qui a été une super expérience. T'as plein, je ne vais pas tous les citer, mais tu as plein de réseaux, de programmes d'accélérateur. Moi, je suis allé au Technopole. Voilà, oui, j'ai vu d'ailleurs ta vidéo Technopole, etc. Il y a Euratech dans le nord de la France et en fait il y a aussi des événements il y en a beaucoup des événements entrepreneuriaux qui permettent de rencontrer des gens. Moi il y a plein d'événements où j'ai rencontré, tu vois, je parlais de Vivatech, j'ai réussi à parler de Bruno Le Maire et lui parler de notre programme européen et il a dit qu'il allait nous aider. J'ai rencontré le patron Head of Unit du European Innovation Council, pareil, on va discuter de projets futurs, etc. Et en fait, c'est aller dans ces endroits où il y a des gens qu'on n'est pas censé rencontrer dans la vie standard. Et justement, voilà, aller rencontrer les gens, pour moi, c'est vraiment la première chose. Il faut arriver à oser aussi. Une fois qu'on y est, il faut avoir le cran. Voilà, mais moi, c'est que ça fait 1 an et demi, 2 ans, je suis baignée dans ma boîte, dans ce que je fais et tout. Donc ça vient aussi avec le temps. Tu vois, au départ, tu vas dans un événement, tu sais pas trop avec qui parler, tu parles avec 2 personnes, c'est ce que j'ai fait au départ. Tu vois, c'est aussi cette temporalité-là. Il faut se laisser le temps aussi de comprendre comment on fonctionne, comment les autres fonctionnent, qu'est-ce qu'on a envie de développer. Bien sûr. Est-ce que toi, tu penses que l'entrepreneuriat est ouvert à tous ? Et je parle à tous les profils, je parle pas de... Ouais, ouvert à tous, oui, parce que oui, ouvert à tous. Par contre, possible pour tous, non. Parce qu'il y a des gens qui sont, j'ai encore temporalité, mais qui sont dans des conditions privées, familiales, éducatives, culturelles, qui sont trop complexes pour entreprendre, où il y a trop de risques. Il y en a d'autres qui sont pas prêts, pas dans cette ambition-là. Il y en a d'autres qui préfèrent bosser dans des entreprises et avoir de l'impact au sein de leur entreprise, ce qui est très bien aussi. Donc pour moi, il est ouvert à tous. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat. On peut vraiment entreprendre de manière différente, ouvrir une boutique locale, monter un énorme projet, être dans la tech, deep tech. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'options pour entreprendre. Après, je pense que ça dépend aussi des envies de chacun, de leurs possibilités. Très bien. Et toi, tu as entrepris quand tu étais du coup encore à l'école. Oui. Est-ce que pour toi, il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux
pendant que tu es encore à l'école. Est-ce que c'est mieux à la sortie directement après, ou est-ce que c'est mieux d'avoir de l'expérience après un CDI ou deux? Alors, âge parfait, non, parce que tout profil est différent, etc. Par contre, j'étais persuadée, quand je rentrais à l'école, je me suis dit, bah, j'entreprendrai après 5-10 ans années d'études, parce que c'est 5-10 ans années d'expérience, pardon, parce que c'est souvent ce qu'on te dit naturellement, t'apprends. Bon, après, les avis sont partagés, je trouve. Mais... Voilà, et au final, je me suis rendu compte pendant l'école, je me dis, non, mais Ilna, c'est trop bête que. Enfin, il faut entreprendre maintenant parce que tu as plein de ressources. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge parfait. Je pense que c'est comprendre dans la situation dans laquelle on se trouve au tenté, est-ce que ça correspond avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on a envie de faire. Il y a souvent le mot qui dit plus tu es jeune, mieux c'est d'entreprendre. Pour l'instant, je suis cette opinion-là. Mais toujours dans la mesure où ça dépend de l'individu, ça dépend de ta phase personnelle dans laquelle tu es, professionnelle. Ton stade de maturité perso et pro. Exactement. Parce qu'en vrai, il y en a qui n'ont pas les mêmes expériences à différents âges. Ouais. Ils n'ont pas les mêmes expériences pro, les mêmes expériences perso. Ouais, et pour moi, tu vois, c'est pas tant une question d'expérience. L'expérience, c'est très vague et c'est quelque chose aussi que j'essaie de sensibiliser auprès de la jeunesse. Tu vois, on parlait d'alternance. Moi, ça me sidérait pendant mes interviews comment on considérait un alternant en mode tu sais rien, on va t'apprendre la vie, on te donne des tâches toutes nulles. Alors que justement, ces jeunes, ils ont plein de choses à apporter à l'entreprise, des manières de challenger, etc. Donc ça, c'est aussi, faut faire attention de ce qu'on qualifie par expérience. On mesure l'expérience à l'année, mais une personne en un an. Moi, quand je parle d'expérience, c'est plus par exemple. Oh non, je parlais pas de toi, je parlais d'expérience. Non, mais je sais, mais moi, tu vois, je discute avec des amis qui, eux, trouvent qu'ils n'ont pas eu assez d'expérience et tu vois qu'ils manquent d'expérience. Ouais. Et t'en as d'autres qui disent non, mais moi, j'ai eu plein d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Et pour autant, les deux, c'est pas quantifié. Ouais. C'est juste, tu peux avoir une étape de 1 semaine dans ta vie où tu as eu plein d'expérience, que tu vois, t'en as appris beaucoup. Comme il y en a d'autres qui font 3 ans, ils apprenndraient en 3 ans. Enfin, c'est plus ça que je veux dire. C'est trop intéressant sur ce que tu dis. Je pense que c'est une question de perception. Ouais. C'est la perception de sa propre expérience, sa propre capacité. Alors, bien entendu qu'il faut apprendre et comprendre des choses avant de proposer des choses parce que du coup ça va pas sortir sur chapeau, voilà, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est aussi à chacun de comprendre aussi toi qu'est-ce qui te fait prendre conscience et confiance de ce que tu es capable de faire. Donc voilà, mais pareil, je vais faire la réponse un peu chiante, mais ça dépend de vraiment pas de critères et de la personne. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat en 3 mots selon toi? Faire, impact et people, mais dans le sens les personnes, les gens. Okay. Je pense que je justifie ou juste oui, tu peux. Faire, c'est ce que j'ai dit vraiment sur le côté action. Impact parce que pour moi on est dans un monde et une période où on se rend compte de tout l'impact que chaque petite action a sur nos proches, sur les sujets, sur les gens à l'autre bout du monde, etc. Donc c'est aussi prendre conscience de ce qu'on peut générer de manière positive, mais aussi de manière négative, et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Et ensuite les gens, parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est une affaire de personnes, c'est des rencontres, tu vois, c'est une équipe avec qui on bosse au quotidien, c'est des gens pour qui on bosse. Tu vois, et ça, j'ai un truc que j'ai appris en cours qui était génial, c'est de dire mais en fait les entreprises, ça reste un tas de gens, c'est juste plein de gens qui composent cette personne morale mais qui n'existe pas. Et c'est là que je trouve ça hyper intéressant. Donc c'est comme ça que je résumerai. Bon, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a mis dans l'entrepreneuriat, mais je pense que ça se voyait. Ouais, non, mais je pense, c'est ce que j'ai dit, c'est faire impact et les gens. C'est très bien. Et en même temps, trouver le temps pour ma deuxième passion, qui sont les sports sur lesquels on se retrouve aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Avec plaisir. Et pour cette interview, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses et je pense que pas mal de gens apprendront plein de choses. Merci, c'était génial. Et je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite de tes projets. Hâte de voir ce que ça va donner, le gros projet qui arrive. Ouais, moi aussi, je vous tiens au courant. Parfait. Et puis nous, on se dit à bientôt pour les prochaines interviews. Salut. Bon, merci beaucoup. Merci, c'était trop bien. Impec.